Donc je me présente, Michel Ponchot, agent général donc, au groupe Allianz depuis 30 ans et spécialisé, si on peut dire, donc solutions assurantielles à l'attention des majeurs protégés. Et dans ce cadre-là même, nous travaillons sur l'intégralité du territoire français et nous sommes basés en Basse-Normandie. Alors d'où mon temps à aller, vous savez qu'il y a un microclimat là-bas. Et contrairement à la légende, ceux qui sont bronzés chez nous n'ont pas pris la foudre, je vous le dis tout de suite, c'est une légende. Donc nous gérons actuellement en portefeuille donc, environ un peu plus de 20 000 majeurs protégés. Alors je me positionne exclusivement donc, sur mon côté assureur majeur protégé et non pas assureur RC professionnel, puisque pour pouvoir respecter donc, le conflit d'intérêts qui pourrait exister, je me refuse parfaitement à assurer donc, les associations tutélaires en RC professionnel. Je vois très mal défendre un protégé et en même temps avoir la même compagnie en face pour les attaquer. Donc cette notion de conflit d'intérêts est un véritable cas de conscience sur lequel donc, nous sommes positionnés clairement. Donc voilà, si c'était un conseil en ce qui vous concerne. Alors, le sommaire, je vais faire donc, cette intervention en 3 parties. Une partie donc, sur toute cette partie assurantielle donc, qui est liée au majeur protégé, les risques donc, que vous allez souscrire pour lui ou avec votre assistance, et voir un petit peu les points d'attention sur lesquels, donc c'est du pratico-pratique, les points d'attention donc sur lesquels il faut être assez, je dirais, prudent pour ne pas justement engager la RC de l'association. Et Dieu sait s'ils sont assez nombreux. La deuxième partie sera sur un petit rappel donc, sur les garanties donc, RC professionnelles, les RC professionnels de l'association, telles que la RC Pro, la RC donc, exploitation et la RC des mandataires sociaux, dont on parle peu. Et ensuite, donc là, ce sera les nouveaux risques qui arrivent, donc ce qu'on appelle donc les cyber-risques, donc les attaques cybernétiques, et ça devient de plus en plus à la mode et de plus en plus inquiétant. Petit rappel sur le contrat. Alors, on va enfoncer quelques portes ouvertes, mais je pense que ça va susciter aussi certaines interrogations. Donc, ça, c'est les mots qui caractérisent donc le contrat. Et j'en ai souligné quelques-uns consensuels, aléatoires. Le contrat est basé sur l'aléa. Quand il n'y a plus d'aléa, il n'y a plus d'assurance. À titre onéreux, donc la question de prime dont on parle toujours, mais qui ne doit pas être le simple critère, et de bonne foi. La souscription. C'est là que les ennuis commencent, puisque en fait, la souscription va, je dirais, canaliser le règlement du sinistre et les soucis que l'on peut avoir au moment du règlement du sinistre si la souscription a été mal faite. Et ça, on va le retrouver sur l'ensemble des risques donc, que l'on va souscrire à l'attention des majeurs protégés. Alors, qui, quoi, comment qui généralement c'est l'association ou le MJPM ou alors le MJPM qui assiste donc son protégé. Ça peut être aussi des contrats que l'on va retrouver ou que l'on n'a pas, qui sont donc dans le dossier ou qui sont encore chez l'assureur puisqu'il ne nous l'a jamais renvoyé, des choses comme ça. Donc, les petits conseils que l'on pourrait avoir, c'est toujours de détenir les conditions particulières des contrats. Puisqu'en fait, si ce n'est pas vous qui l'avez souscrit, ça va être quand même assez intéressant d'aller voir qui l'a souscrit, comment il l'a souscrit et qu'est-ce que j'ai dans ce type de contrat. Et non pas se baser simplement sur une simple attestation. Je dis ça tout à fait à l'aise. Quand je dis j'enfonce des portes ouvertes, c'est qu'on est certain que dans l'ensemble des associations, toutes les procédures sont parfaitement bien cadrées, bien mises au point et reprennent donc tous ces points-là. Nous pratiquons des audits assurantiels auprès de nos associations et on retrouve des choses qui sont récurrentes et dont je vais vous parler. Les déclarations et bien évidemment, surtout ce qui est intéressant à voir, c'est ce qu'on appelle les paiements tardifs sur ces contrats quand on a souscrit, qui, comment. Le paiement tardif, on va en parler tout à l'heure, c'est pas, il ne faut pas s'arrêter au simple paiement qui risque malheureusement de vous mettre dans une situation un petit peu délicate. C'est un paiement tardif ne veut pas dire forcément que vous avez une garantie qui repart. Donc ça, c'est important. Et les compagnies sont assez rusées là-dessus. Alors, je ne dis pas que je suis contre les compagnies, bien au contraire, je les représente. Enfin, je représente tout au moins la mienne. Mais parfois, l'intermédiaire auquel on a affaire doit pouvoir aussi être en mesure de vous défendre. De vous défendre, c'est un petit peu notre job quand même. Alors, quoi on va voir ensuite et comment. Donc, ça, c'est pour rappeler un petit peu les notions de délai d'inventaire et la récupération des données responsables et cette notion d'obligation de moyens ou de résultats dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu, là je vais faire une petite aparté,
sur que se passe-t-il? Je reçois une mesure nouvelle et pendant mes 3 mois, mon délai d'inventaire, eh bien, je vais récupérer l'ensemble des documents puisque je ne les ai pas toujours. Et au bout de 2 mois, j'ai toujours pas eu le contrat en main. Je ne sais pas si j'ai un contrat en cours et la maison brûle. Question, qui est responsable? On demandera aux juristes. Mais il y a aussi des solutions, donc pas de solutions assurantielles, des solutions assurantielles qui peuvent être mises en place pour justement vous faire ce filet et avoir ces garanties donc acquises et ne pas souffrir éventuellement d'une mise en cause de RC Pro pour régler justement ce dommage, puisque vous avez l'obligation, entre guillemets, de garantir les biens du protégé. RC vie privée. Donc ça, c'est la première garantie donc, que l'on va garantir que l'on va prendre pour le majeur protégé. Et je pense que l'association doit être certaine que tous ces protégés sont garantis. Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui travaillent donc, sur des contrats, je dirais, à adhésion obligatoire ou individuelle facultative, dans lequel on est certain que l'ensemble des protégés, y compris mesures nouvelles, vont se retrouver garantis. Et l'autre école, qui, elle, se dit, comme j'ai une multirisque habitation, j'ai une RC. Je pense que là, dans ce cadre, il va falloir surtout prendre toutes les protections possibles pour que l'on n'ait pas de trous de garantie. J'en parle tout à fait à l'aise parce que nous le rencontrons sur le terrain avec des trous de garantie. Alors, on va parler un petit peu du fait volontaire, parce qu'on m'a posé une question là-dessus, enfin, fait volontaire ou fait intentionnel. Donc, souvent en RC, on dit oui, mais il l'a fait exprès, c'est le fait volontaire. Et les compagnies ont toujours dans un premier temps, et je le dis aussi tout à fait à l'aise pour en faire partie, de dire je ne paye pas. Je ne paye pas, c'est un fait volontaire. Alors, on a quelques cas comme ça, hein, sous le coude, qui n'ont pas fait malheureusement jurisprudence, puisque ma compagnie n'a jamais voulu aller jusqu'au bout. Donc, malheureusement, j'incitais donc les associations avec qui je travaille d'y aller, ils n'y sont pas allés. On a un cas donc, très récent. C'est un majeur protégé, vous allez voir la qualité du fait intentionnel. Il appelle les pompiers 3 ou 4 fois. Et il leur dit, je vais brûler ma maison, vous allez voir ce que ça fait. Les pompiers, à la fin, ils ont dit, moi, Tintin, j'y vais pas, c'est un fou furieux, bon, j'y vais pas. Mais ils ont été obligés d'y aller parce qu'il a mis le feu à la maison. Donc, bien évidemment, expertise, etc., il était interné, machin, etc. Bon. L'expert passe, fait volontaire, non garanti. La compagnie justifie l'être recommandé, fait volontaire, non garanti. Je me suis appuyé sur le manque de discernement de la personne. Et on a donc remonté le dossier pour voir s'il y a vraiment du discernement. Il y a eu un enquêteur donc, dans cette affaire-là. On a eu les bandes du Code 10 donc, qui avaient enregistré les appels du protégé. Et on a exonéré donc, le fait volontaire pour le protégé, ce qui fait qu'on a fait économiser en RC Pro à l'association tutélaire, éventuellement, ou surtout aux ayants droit de la personne, 250 000 € de sinistre. Donc, ce n'est pas des cas, je dirais, isolés. Hein, je pense que l'intermédiaire est là aussi pour vous aider et ne pas toujours se mettre devant un fait, je dirais, accompli. Quand on vous dit le fait volontaire, et se dire, non, le fait volontaire répond à 2 choses. La première qui est le fait dommageable, et la deuxième, l'intention de nuire. Donc, on n'a pas toujours forcément les 2 cas réunis, et on ne peut pas toujours invoquer le fait volontaire. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut vous battre. Alors, dans les RC, il faut savoir aussi qu'il y a des petites extensions diverses et variées que l'on retrouve. Bon, tout ce qui est famille d'accueil, ça fait l'objet d'une extension. Ce n'est pas automatiquement dans les RC de base que l'on a. On peut avoir aussi les chiens dangereux. Alors là, je vais faire très attention sur cette notion de chien dangereux. Je sais qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir. Les majeurs protégés n'ont pas le droit, sauf accord du juge de tutelle, d'accord, qu'il ne donnera jamais. Mais pour autant, ils sont assez malins, nos protégés, pour avoir la garde d'un chien qui n'est pas leur nom, et ils en ont l'entretien, etc. Alors, dès qu'on en a connaissance, je vous invite à prendre toute disposition. Sinon, là, vous risqueriez, effectivement, en ayant connaissance, les enquêteurs y vont, quand l'accident est dangereux, eh bien, les enquêteurs y vont, et on pourrait éventuellement prouver que vous aviez connaissance de la garde de ce chien dangereux et de la RC qui va. Donc, votre assureur n'est pas uniquement pour, on va dire, encaisser des primes, etc. Il est là aussi pour vous conseiller. C'est un conseil, et d'ailleurs, il est soumis au devoir de conseil. Donc, tous les documents qu'on vous envoie, vous avez un document donc, qui est rempli sur lequel vous vous engagez aussi, et lui s'engage à vous avoir proposé, etc., à bien avoir cerné le risque avec vous, et donc, eh bien, de ne pas faire trop de bêtises, on va dire. La MRH, donc MRH, multirisque habitation, c'est devenu un terme générique. Hein. Donc là, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais quand j'ai l'ouverture de ma mesure et, entre-temps, je vais me retrouver pendant 3 mois sans avoir de documents, sans rien avoir,
éventuellement oublié, etc. Enfin, on le voit dans nos audits. Eh bien, vous pouvez demander à votre assureur aussi de mettre en place ce qu'on appelle nos fiches de prise de garantie, donc de vous accorder des garanties provisoires dans l'attente de récupérer les bons documents. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Et nous le faisons systématiquement. Et je sais que d'autres collègues donc, sur la place spécialisés le font aussi. Donc il ne faut pas hésiter à leur demander de le mettre en place et passer de vrais accords de partenariat avec eux pour qu'ils puissent donc eh bien, vous aider pendant cette petite partie enfin cette petite partie, pour moi ça me semble très long, 2-3 mois. Ensuite, lorsque vous récupérez les documents, ne pas se contenter non plus, il est assuré. D'accord ? Je vous donne un petit exemple, une personne donc, un MJPM hein, qui me dit, voilà, je vais quitter cette assurance, j'ai trouvé le contrat, ça ne me paye pas, c'est trop cher, faites-moi un autre. On fait le contrat hein, sur ses propres déclarations. En fait, il a dupliqué un contrat qui était faux. Quand la maison a brûlé, il manquait 3 pièces. Attention aux responsabilités que vous pouvez engager sur ce qu'on appelle chez nous la fameuse règle proportionnelle de prime, qui peut faire très mal par moment. Alors, je pourrais vous donner tout à l'heure quelques petites astuces pour la contourner, mais parce qu'il y en a. Alors, moi, j'ai une école, c'est l'école factuelle. Hein, notre agence, donc, nous travaillons sous ISO certification. C'est toujours d'avoir des documents parfaitement écrits et parfaitement donc, calibrés pour pouvoir bien donner toutes les informations de l'assureur. Je suis un peu contre l'appel téléphonique. Qui n'a pas téléphoné à l'assureur ? Moi, j'ai mon majeur qui déménage, il a un 2 pièces, vous pouvez me faire l'attestation tout de suite et puis on se rappelle. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Parce qu'au-dessus de votre signature, il est toujours marqué « l'assuré déclare que ». L'assureur fabrique un contrat, lui. Et on se met d'accord sur le contrat, hein, sur les termes qu'on a vus tout à l'heure. On est d'accord. Mais c'est lui qui en a fixé les règles au départ. Vous avez pris vos options, vous avez coché ce que vous vouliez. Mais l'assuré déclare que. Sachez que dans les contrats d'habitation, il est marqué que si vous avez eu 2 sinistres antérieurs, il faut le déclarer. Sinon, c'est aussi ce qu'on appelle une fausse déclaration. Alors, quelque chose que j'aime bien, ça. Les propriétés non occupées. Vous n'auriez pas un petit peu d'eau ? Merci. Alors, les propriétés non occupées. Ça, c'est inscrit à l'inventaire. Ce sont des biens que les protégés n'occupent plus, ils sont dans les établissements, etc. Et bien évidemment, inscrit à l'inventaire, vous entretenez l'inventaire, tout ça, hein, il est mis à jour. Et bien sûr, toutes ces maisons ont été visitées, tout se passe bien, jusqu'au jour où. Est-ce bien le reflet de la réalité ? Demandez à votre assureur partenaire, si vous avez un assureur partenaire avec qui vous travaillez essentiellement, eh bien de faire ce qu'on appelle un audit de risque. Il fait le tour des risques et il vous dit ce qu'il en est. J'ai quelques exemples hein, dans lesquels on a eu des responsabilités engagées. Eh bien, une végétation qui a poussé, et puis des arbres qui sont tombés malheureusement sur la maison du voisin. Eh bien, on a eu une attaque de l'assaut pour négligence, mauvais entretien des biens, etc. Donc, ça fait partie de la mission. Et il faut aussi savoir qu'on me l'a répondu. Hein. On m'a dit ah oui, mais je suis assuré. Sachez que dans tous les contrats, l'assureur se prévaut d'une chose. Hein. Si le risque n'est pas entretenu ou en très mauvais état, il ne paiera jamais le sinistre. Alors, le fait de payer une prime, ça ne sert à rien. Au travers de ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut avoir aussi des immeubles dangereux, des recours voisins possibles, des squats, hein, qui sont, ça vous pouvez le savoir après. Et toutes ces notions de squat, etc., on va vous refuser un sinistre, eh bien, seront aussi à réétudier avec votre assureur, parce qu'il ne faut pas se laisser faire non plus sur cette dénomination pour ne pas payer un sinistre. Ce que je dirais pour les propriétés non occupées, l'intérêt serait éventuellement de... Il y a un compteur, non ? 5 minutes encore ou 6 peut-être. D'accord. L'intérêt surtout donc, dans ces risques non occupés, c'est d'essayer de se dégager un petit peu de ses responsabilités, voire même de la diluer. Autrement dit, prendre toute disposition, les obligations auxquelles vous êtes tenu, donc ces obligations de moyens. Je dois assurer, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai aucun assureur qui veut me le prendre. Et bien dans cette obligation de moyens, je vais aller à la mairie, déclarer un arrêté de péril si ça ne va pas, ou essayer de la détruire, ou essayer de la vendre, etc. Mais prendre tous les moyens et l'écrire quelque part pour diluer votre responsabilité et pas attendre tranquillement, oh, c'est loin, effectivement, vous n'avez pas le temps non plus d'aller visiter l'ensemble de tous vos risques. Les assureurs sont là pour ça. Petit rappel donc sur la loi Allure, n'hésitez pas, les copropriétaires sont obligés depuis 2014 donc à s'assurer aussi, d'accord ? Auto de roue, ça c'est ce qu'il y a de plus dangereux, les fausses déclarations en auto de roue, notamment en 2 roues. Alors, je vous le signale, en 2 roues, ce qui est très récurrent, c'est que, et en plus vous ne pouvez pas le savoir,
c'est qu'on ne vous pose pas forcément toutes les bonnes questions. Toutes les bonnes questions. Les assureurs ne posent pas toutes les bonnes questions. Et généralement, quand on a des personnes qui ont des 2 roues, pour moi, qui est beaucoup de majeurs protégés en portefeuille, on a aussi des personnes qui ont eu des problèmes de sinistralité, de non-paiement de primes, d'alcoolémie, etc. Et on a de grosses difficultés à les assurer. Et parfois, on va sur un 2 roues, ah ben j'ai un 49,9, il a une voiture, oui, mais enfin il la conduit plus, il peut plus, etc. Et on ne va pas l'enregistrer. Et on va se retrouver avec un contrat de 2 roues qui, malheureusement, sera frappé d'une fausse déclaration. Et dès qu'on a un véhicule à moteur, ça devient extrêmement dangereux. Et là, je ne vous cache pas que dès qu'il y a du corporel, vous les aurez sur le dos. Je vous fais l'impasse sur le placement gestion patrimoine, juste en rappelant que le Code civil permet désormais expressément au juge d'autoriser un tuteur à conclure un contrat pour la gestion du patrimoine financier de la personne protégée. Moi, j'ai bien aimé ce qui était marqué aussi. Le tuteur, qu'il soit familial ou mandataire judiciaire, n'a pas vocation à être un gestionnaire de patrimoine. Ses compétences en la matière et sa rémunération ne sont pas les mêmes que celles d'un professionnel travaillant dans un établissement financier et rémunéré par ses clients. Donc voilà, vous avez des personnes qui sont à disposition. J'imagine mal, effectivement, dans le cadre d'une formation, quand on voit la taille du module 2.2 du CNC, eh bien, de gérer des comptes titres de 2 ou 3 millions d'euros, quoi. Mon avis. OK. RC professionnel, bon, alors, comme disaient tout à l'heure nos intervenants, le postulat, si vous voulez, c'est que le nombre d'actions en recherche de RC est en hausse. Effectivement, c'est une évolution de la société. La crise économique, on recherche toujours à gratter 3 francs 6 sous, etc. Et c'est toujours la faute des autres. L'envoi des souscriptions de contrats de protection juridique, maintenant, je ne paye plus l'avocat. On y va, banzai. Et l'individualisme du chacun pour soi. Alors, pour reprendre les 3 éléments triptyques donc, de nos intervenants, la mise en cause des recherches de la RC à la charge de la victime, toujours à la charge de la victime. Donc le fait générateur, le dommage et le lien de causalité, et c'est celui-ci qui sera donc le plus difficile à prouver. Donc les 3 RC, RC professionnel, RC exploitation, mandataires sociaux. Donc la RC Pro va garantir les conséquences pécuniaires de la RC que vous pouvez encourir. C'est très casse-pied à lire. Vous l'avez dans vos contrats. Ce que je voudrais dire sur les contrats donc, de RC professionnel, c'est qu'il n'existe pas de contrat RC professionnel type pour un charcutier, voilà, c'est une RC professionnelle qui s'appuie donc généralement donc, sur les termes du Code civil. D'accord ? Les RC exploitation, donc là c'est la plus simple. Hein, donc, alors généralement les RC exploitation, on va la retrouver aussi dans les garanties du bâtiment ou dans les garanties de sa RC Pro. Essayez de ne pas la payer 2 fois. Et si on est en conflit d'intérêts, ben, mettez tout dans la RC Pro, ce sera aussi bien. On sait comme ça, et ça vous fera faire quelques économies. Et en fait, la RC des mandataires sociaux, où là, donc, il faut penser aussi à nos élus bénévoles, hein, qui aussi peuvent engager leurs responsabilités, voire même leurs biens propres. Donc les élus qui peuvent être le représentant légal, les présidents, directeurs généraux, etc., etc. Et dans certains contrats, j'ai pu remarquer qu'on peut avoir des extensions au directeur adjoint, voire même au chef de service. Pour moi, les mandataires sociaux devaient rester donc aux élus. Mais bon, voilà. Alors, les extensions possibles qu'on peut trouver sur le marché, l'aide psychologique du dirigeant, la réhabilitation de l'image de marque de l'association, on en parlera, c'est une image de marque de l'association, ça peut faire très mal des fois sur des dossiers qui sont très mal passés. Donc là, on vous amène des agences de com. Protection fiscale du dirigeant, on ne sait jamais, des fois qu'il a mal fait ses comptes. Mais là, c'est juste les aides et honoraires hein, du fiscaliste, on va payer le contrôle. Et la faute non séparable du dirigeant, donc c'est la faute du dirigeant dans le cadre de sa fonction. Par contre, sur les montants de garantie, comme disait mon prédécesseur, les compagnies, effectivement, et certains courtiers donc, vont rechercher pour avoir un tarif. Et je reviens toujours à ce critère de tarif qui n'est pas forcément, on dit toujours l'assurance est chère avant le sinistre. Le critère de tarif, surtout le critère de garantie, est intéressant. On trouve sur le marché entre 900 000 euros de garantie, ce qui pour moi en RC Pro est vraiment pas beaucoup, et 3 millions, ça commence déjà à être un petit peu mieux. De l'illimité, on n'en trouvera pas. On n'en trouvera pas. Aujourd'hui, je n'en ai pas encore trouvé. Et chaque compagnie, en plus, a le loisir de fixer le montant qu'elle veut en montant, voire même en franchise. Et pour baisser son prix, on va mettre une franchise plus importante. Donc après, c'est l'engagement qu'il peut y avoir. Je vais vous parler un petit peu des cyber-risques. La RC professionnelle, je vous ai remis donc ces 2 textes dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre le... Hop, arrêter. Je vais essayer de retrouver l'autre puisqu'ils ne sont pas chaînés.
je mets comme ça devrait aller. Parfait. Alors, quels sont les risques? Alors, la question n'est plus aujourd'hui de s'interroger sur la probabilité de survenance d'une cyberattaque, mais au contraire de connaître le moment où celle-ci va se produire. Vous êtes déjà attaqué. Ah, sachez-le. Pourquoi doit-on s'assurer contre les cyber-risques? Eh bien, la cybercriminalité, phénomène tentaculaire. Ça n'épargne plus personne. J'ai vu dernièrement qu'il y a des fichiers complets qui ont été pris par, vous avez vu la tête qui est celui-là, l'Anonymous, là, et ils réclament des rançons. On en est là, aujourd'hui. On en est là. Donc vous avez des données extrêmement sensibles et dont vous êtes détenteur et comptable. Les virus, etc. Alors, on est dans un secteur assurance, mais on va surtout vous parler de prévention, parce que les contrats sont faits de telle façon que la prévention doit être quotidienne chaque jour. Mais des choses extrêmement simples, la gestion des mots de passe, les habilitations. Et moi, j'ai vu dans des services, on a un serveur qui est là et on met la cassette de comment dire, de sauvegarde et on met l'autre dessus. Je sais pas, j'ai un incendie, j'ai plus rien, quoi. Voilà, donc il y a peut-être aussi des façons de. Le coût d'une violation de données est estimé à 2,6 millions, c'est 109 € le coût d'une donnée compromise pour les entreprises. Donc c'est quand même pas neutre. Et les risques, donc, vont continuer à s'amplifier. Quand on parle d'entreprise, on parle aussi d'associations. Les conséquences, la responsabilité civile, vous pouvez être engagé. Si vous n'avez pas mis, vous, toutes les précautions en place. Les frais à charge, les pertes pécuniaires consécutives. Et l'atteinte à l'irréputation, ça c'est un pas de prix. La détérioration de l'image et de la relation, la fraude numérique et les cyberextorsions dont on parlait tout à l'heure. Alors, on n'est pas au XXIe siècle, hein, on est en plein dedans, je vous le dis. Et les assureurs n'ont pas forcément toujours non plus la bonne solution, parce qu'on n'a pas de recul encore. On n'a pas de recul. Alors là, c'est les conséquences, on vous met le détail. Donc l'atteinte à l'irréputation, diffamation, injure. Alors ça touche aussi les sites Internet que vous pouvez avoir, les sites institutionnels. Il faut aussi bien les protéger, y compris les comptes Facebook que vous pouvez avoir aussi, etc., etc. L'association, hein, je veux dire. Le détournement de fonds dématérialisés et la cyberextorsion, donc qui est le chantage. Donc ça, c'est un récapitulatif donc, des conséquences, mais je pourrais vous le faire parvenir via la FNAT ou le mettre sur votre serveur, si vous voulez. Alors, comment se protéger? Vous voyez que nous, l'assurance, on a juste mis par l'assurance en souscrivant un contrat spécifique. Mais le plus gros pour vous, c'est la protection et la prévention. En améliorant son niveau de sécurité informatique, certains l'ont déjà fait, certains ne l'ont pas encore fait. En renforçant la sensibilisation des dirigeants et du personnel cyberattaque. Parce que ce n'est pas un mythe, la cyberattaque. Ce n'est pas un mythe du tout. Il faut vraiment y être sensible. En mettant en place des systèmes de protection de base de données et en adoptant des procédures spécifiques internes en cas de cyberattaque. Donc savoir réagir, et ce, rapidement, et dans l'intérêt donc des majeurs que vous protégez. Et l'assurance viendra en complément si, en ayant mis toutes ces mesures en œuvre, eh bien, là, on arrivera pour régler. J'en ai terminé, j'ai essayé de faire vite. Mais... Merci beaucoup.